La salle de bal flamboyait de 1000 bougies, leur lumière scintillant sur les miroirs aux cadres dorés et les bijoux qui ornaient la fine fleur de la société londonienne. Et pourtant cet éclat ne parvenait ni à réchauffer le froid glacial de février 1847, ni à dissiper le frisson qui s'était installé autour de Lady Béatrice Ashford, tel un linceul ces 18 derniers mois. Elle se tenait à la périphérie de l'assemblée, positionnée ni tout à fait au sein de la foule, ni entièrement à l'écart, cet espace prudent et inconfortable, occupé par ceux dont la réputation a été juste assez ternie pour inspirer des murmures, mais pas assez complètement détruite pour justifier une totale ostracisation. À 26 ans, elle n'était plus jeune selon la mesure impitoyable de la société, et le scandale qui lui collait à la peau, son refus de pas moins de 4 prétendants parfaitement acceptables, sa fâcheuse habitude d'exprimer des opinions lors de réunions intellectuelles où les dames étaient censées servir d'ornement plutôt que de participer, et, le plus accablant, les rumeurs vicieuses répandues par Lord Pemberton après qu'elle eut rejeté ses avances, l'avaient rendue pire que digne de pitié. Elle était devenue invisible, un exemple édifiant que les mères citaient à voix basse, une femme dont l'indépendance ne lui avait acheté rien d'autre que la solitude. Elle regardait les danseurs tournoyer dans leurs valses élaborées, leurs visages illuminés par le vin et les possibilités, et sentait le poids familier de la résignation s'enfoncer plus profondément dans ses os. La conscience que cette demi-vie de purgatoire social était probablement tout ce qui lui restait désormais. C'est dans ce moment de profond isolement que sa tante apparut à son coude, l'expression soigneusement neutre, la voix basse sous la houle de l'orchestre. « Béatrice, ma chère, il y a eu une demande, » dit sa tante, et quelque chose dans ces mots, leur formalité, leur manque d'enthousiasme calculé, coupa le souffle de Béatrice. Le vicomte Hartwell a exprimé le désir de faire votre connaissance. Son père est souffrant, comprenez-vous, et il y a certaines attentes concernant l'établissement de son foyer. Le sens était parfaitement clair. Ce n'était pas une ouverture romantique, mais une transaction. Une mesure désespérée pour satisfaire les dernières volontés d'un mourant et faire taire les ragots qui avaient commencé à tourbillonner autour du célibat prolongé du vicomte et de son existence de plus en plus hermétique dans son domaine de campagne. Béatrice avait entendu les histoires. Edmund Hartwell, âgé de 32 ans, immensément riche, d'une beauté dévastatrice de cette manière sévère et inaccessible, et entièrement renfermé depuis qu'une rupture de fiançailles des années auparavant l'avait laissé froid et cynique en matière de cœur. Il avait besoin d'une épouse pour les apparences. Elle avait besoin d'échapper à la prison suffocante de sa réputation ruinée. Lorsqu'ils furent présentés 1 heure plus tard dans une alcôve tranquille, loin du chaos de la salle de bal, leur rencontre eut toute la chaleur d'une négociation commerciale entre avocats, sa révérence correcte et distante, sa courbette parfaite et vide, leurs yeux ne se croisant qu'un très bref instant avant que tous deux ne détournent le regard, comme si même cette petite connexion était une intimité trop grande à supporter, et dans ce moment d'évitement mutuel et prudent, les termes de leur avenir furent établis sans un mot. Ce serait un arrangement, rien de plus, un mariage de convenance qui fournirait à chacun ce dont il avait besoin, tout en n'exigeant rien d'aussi dangereux, d'aussi terrifiant qu'un sentiment authentique. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Le mariage eut lieu par un matin d'automne gris, où le ciel, bas et lourd, menaçait sur Londres une pluie qui ne tombait jamais tout à fait, comme si même les cieux ne prenaient pas la peine d'offrir ni bénédiction, ni protestation à l'union solennisée entre les murs de pierre froide de la chapelle Saint-Georges. Béatrice, dans sa robe ivoire, empruntée à sa cousine, car il avait semblé peu judicieux
d'en commander une élaborée pour un mariage qui était, au fond, un arrangement commercial, sentit le poids de la résignation s'installer sur ses épaules comme une cape qu'elle porterait pour le reste de ses jours. Pourtant, sous cette résignation, enfouie si profondément qu'elle osait à peine se l'avouer, vivait une petite graine d'espoir tenace. Peut-être qu'une camaraderie pourrait naître entre eux. Peut-être que la gentillesse pourrait s'épanouir là où la passion n'était pas attendue. Peut-être que ce début froid pourrait lentement, progressivement, se réchauffer en quelque chose de supportable, sinon de beau. Elle jeta un coup d'œil à Edmond alors qu'il se tenait devant l'archevêque, son profil sévère et distant, sa mâchoire crispée par ce qu'elle interpréta comme de la détermination. La détermination, comprit-elle, avec une pointe de ce qui aurait pu être du chagrin, de ne rien ressentir, de garder ce qui restait de son cœur enfermé en lieu sûr où il ne pourrait être touché, ni blessé à nouveau. Il prononça ses vœux d'une voix dépourvue d'inflexion, une récitation de mots exigés par la loi et la coutume, et lorsqu'il lui passa la bague au doigt, son contact fut bref et impersonnel. Disparut presque avant qu'elle n'en ait enregistré la présence. Elle fit ses propres promesses d'une voix qui menaçait de se briser, mais qui tint à peine, et lorsque l'archevêque les déclara mari et femme, le baiser d'Edmond sur sa joue fut si fugace, si prudent dans son évitement de l'intimité, qu'il ressembla plus à une formalité observée qu'à un mariage scellé. Le déjeuner de noces qui suivit fut une réception guindée, faite de sourires forcés et de conversations prudentes, leur famille visiblement soulagée que l'affaire soit réglée. Le père d'Edmond, trop malade pour assister à la cérémonie, avait envoyé sa bénédiction depuis son lit de malade, satisfait que son fils ait enfin fait son devoir. La tante de Béatrice rayonnait de la satisfaction particulière de celle qui a réussi à se débarrasser d'un problème difficile, et la société, cette bête insatiable toujours avide de nouveaux ragots, se trouva satisfaite que le vicomte reclus et la lady entachée par le scandale aient résolu leurs problèmes respectifs d'un seul coup efficace. Lorsqu'enfin ils partirent pour Hartwell Manor, la voiture roula à travers la campagne dans un silence profond, Béatrice regardant le paysage se transformer des rues grises de Londres en collines ondoyantes, peintes des couleurs rouilles et or de l'automne, Edmond fixant obstinément la fenêtre opposée comme si elle n'existait pas à côté de lui, et à chaque kilomètre qui passait, elle sentait la distance entre eux se solidifier en quelque chose de presque tangible. Le manoir, lorsqu'il apparut enfin à travers le crépuscule naissant, était d'une beauté à couper le souffle, un grand édifice de pierre couleur de miel aux fenêtres à meneaux qui captaient les derniers rayons du soleil mourant. Pourtant, il y avait quelque chose de froid en lui, quelque chose d'inaccueillant dans sa perfection, comme s'il avait été construit pour impressionner plutôt que pour abriter, pour exposer plutôt que pour étreindre, tout comme le mariage qu'elle venait de contracter. Ils furent accueillis par un personnel efficace qui s'inclina et fit la révérence avec une précision exercée, et la gouvernante, Mrs. Phillips, montra à Béatrice ses appartements, de belles pièces décorées en bleu pâle et crème, avec des fenêtres donnant sur les jardins, et notablement, et de façon délibérée, séparées des appartements du maître par toute la longueur d'un couloir, tandis qu'Edmund disparaissait dans son bureau sans un mot, au-delà des politesses formelles requises par la courtoisie élémentaire. Cette nuit-là, Béatrice se tenait seule dans sa belle chambre froide, portant toujours la robe empruntée, et comprit avec une clarté parfaite qu'elle avait échangé une forme de solitude contre une autre, et alors qu'elle se déshabillait enfin et grimpait dans le grand lit vide, elle se dit que c'était ce à quoi elle avait consenti, que c'était le marché qu'elle avait conclu, et qu'elle n'avait aucun droit aux larmes qui coulaient silencieusement sur ses joues dans l'obscurité. Les semaines passèrent dans une chorégraphie soignée d'évitement, une danse de deux personnes partageant une maison, mais ne partageant jamais vraiment une vie.
leur routine établie avec la précision d'une horlogerie et toute la chaleur des rouages froids d'un mécanisme. Edmond se levait avant l'aube chaque matin, rompant son jeûne seul dans son bureau tout en examinant les registres du domaine. Et au moment où Béatrice descendait pour le petit déjeuner, il était déjà parti, inspecter les champs, rencontrer les tenanciers, parcourir les limites de sa propriété, comme si le catalogage de chaque poteau de clôture et de chaque haie pouvait combler le vide qui avait élu domicile dans sa poitrine depuis qu'il s'était juré de ne plus jamais ressentir. Elle passait ses matinées à explorer le manoir pièce par pièce, découvrant l'histoire contenue dans ses murs, et c'est au cours d'une de ces explorations qu'elle trouva la bibliothèque. Une magnifique salle sur 2 étages, avec des étagères du sol au plafond et de hautes fenêtres qui auraient dû remplir l'espace de lumière, mais ne faisaient qu'illuminer l'épaisse poussière recouvrant chaque surface, la négligence qui avait transformé ce qui devait autrefois être le cœur de la maison en une sorte de mausolée pour les mots oubliés. Les livres étaient en complet désarroi, empilés au hasard ou tombés sur le côté, des années de désordre accumulées qui parlaient d'abandon. Et Béatrice se sentit attirée par le projet de restauration, non pas parce que quelqu'un le lui avait demandé, non pas parce que c'était attendu, mais parce que s'occuper de ces volumes négligés lui donnait un but dans une maison où elle existait autrement comme un fantôme, présente mais immatérielle, vue mais non reconnue. Elle travaillait assidûment pendant les après-midi, organisant les volumes par sujet et par auteur, nettoyant les reliures en cuir de ses mains soigneuses, et se perdait dans le travail physique de création d'ordre à partir du chaos, trouvant dans cette tâche une méditation qui apaisait la solitude, menaçant de la consumer. Leur seule interaction requise venait au dîner, ce rituel nocturne d'une formalité exquise, où ils s'asseyaient aux extrémités opposées d'une table conçue pour 20 personnes, servie plat après plat par des domestiques dont les expressions prudentes ne révélaient rien de ce qu'ils devaient penser de ce mariage étrange et silencieux. Edmond ne parlait que lorsque la politesse l'exigeait, des questions sur sa santé, des observations sur le temps, et Béatrice répondait de même, tous deux jouant la courtoisie comme des acteurs dans une pièce pour laquelle aucun n'avait auditionné, et entre les plaisanteries guindées s'étendaient de vastes silences remplis seulement du tintement de l'argenterie contre la porcelaine et du pas mesuré des domestiques. Pourtant, malgré leur détermination mutuelle à maintenir la distance, Béatrice se surprenait à le regarder quand elle pensait qu'il ne la remarquerait pas, l'observant depuis les fenêtres de la bibliothèque alors qu'il se promenait dans le parc chaque soir après le dîner, toujours seul, les mains jointes derrière le dos et la tête baissée, comme s'il portait le poids de pensées trop lourdes à partager. Et elle commença à voir au-delà de la façade froide qu'il présentait la tristesse dans ses yeux. La solitude particulière de quelqu'un qui avait choisi l'isolement, non pas parce qu'il préférait la solitude, mais parce que la connexion s'était avérée trop douloureuse à risquer. Elle remarqua aussi ses interactions avec les travailleurs du domaine, la patience avec laquelle il écoutait leurs préoccupations, la justesse de ses décisions, le respect que ses tenanciers lui témoignaient, qui parlaient d'une estime sincère plutôt que d'une simple obligation, et elle comprit que le mur qu'il avait construit autour de son cœur n'avait pas détruit sa capacité à la gentillesse, mais l'avait seulement enfermée là où elle ne pouvait être utilisée comme une arme contre lui. Ce qu'elle ne savait pas, ne pouvait pas voir, c'est qu'Edmond avait commencé à la remarquer aussi, la douceur avec laquelle elle parlait même à la plus humble des soubrettes, traitant chaque domestique comme une personne digne de considération plutôt que comme des mains invisibles accomplissant des tâches nécessaires, la grâce tranquille avec laquelle elle se déplaçait dans sa maison, apportant une douceur à des pièces qui n'avaient connu que l'austérité masculine pendant des années. Mais il ne disait rien, ne laissait aucune lueur de conscience traverser ses traits soigneusement contrôlés, et se disait que remarquer n'était pas la même chose que s'attacher, que l'observation n'exigeait aucune vulnérabilité, et qu'il pouvait vivre indéfiniment
dans cette demi-existence qu'ils avaient créée, sans jamais reconnaître qu'à chaque jour qui passait, la distance entre eux ressemblait moins à la sécurité qu'à une prison de sa propre construction. Un mois après le mariage, lorsque le froid de novembre s'était installé en permanence dans les pierres de Hartwell Manor et que les dernières feuilles tenaces avaient enfin cédé à l'approche de l'hiver, Béatrice se réveilla un matin avec une sensation de grattement dans la gorge et une lourdeur dans la poitrine qu'elle ignora d'abord, n'y voyant que le résultat d'un travail dans la bibliothèque poussiéreuse sans ventilation adéquate. Dans l'après-midi, cependant, l'irritation mineure s'était transformée en une toux persistante qui la laissait essouffler, et au moment du dîner, ce rituel nocturne de distance prudente, elle se trouva à lutter pour maintenir son sang-froid à chaque plat, la gorge à vif et la tête commençant à lui faire mal, avec une pression sourde et insistante. Edmund le remarqua, bien sûr, bien que son visage ne trahît rien d'autre qu'un léger resserrement autour de ses yeux, et lorsqu'elle s'excusa pour se retirer tôt, offrant des excuses qui sortirent plus rauques que prévu, il se contenta d'incliner la tête en signe d'assentiment et la regarda se retirer avec une expression que Mrs. Phillips, en débarrassant les assiettes, ne put tout à fait déchiffrer. Ce soir-là, maintenant la bienséance soignée qui régissait chaque aspect de leur vie séparée, Edmund envoya la gouvernante prendre des nouvelles de la nouvelle vicomtesse, lui ordonnant de s'assurer que Béatrice avait tout ce dont elle avait besoin et d'appeler le médecin si son état s'aggravait, et Mrs. Phillips revint avec le rapport que sa seigneurie se reposait confortablement et n'avait demandé que de l'eau chaude avec du miel et du citron, ce qui fut rapidement livré. Edmund se retira dans son bureau comme d'habitude, tentant de se concentrer sur une correspondance qui semblait soudainement totalement dénuée de sens, et se dit que son inquiétude n'était que la responsabilité que tout mari ressentirait pour le bien-être de sa femme, rien de plus personnel que ce que le devoir exigeait, mais alors que l'heure avançait et que la maison s'installait dans le silence nocturne, il se surprit à monter les escaliers et à marcher dans le couloir menant à ses appartements, se disant qu'il passait simplement par là, en chemin, vers ses propres chambres, malgré le fait que cette route était un détour complet. Il se tint devant sa porte, dans le couloir assombri, la main levée pour frapper mais figée dans l'indécision, et entendit à travers le bois lourd le son de sa toux, des spasmes rauques et douloureux qui semblaient ne jamais finir, et quelque chose dans sa poitrine se serra avec une intensité qui l'alarma, mais il ne frappa pas, n'entra pas, se contentant de rester comme une sentinelle dans l'ombre jusqu'à ce que la toux s'apaise et que le silence revienne, puis il se retira dans son propre lit froid, où il resta éveillé bien plus longtemps qu'il ne l'aurait souhaité. Le lendemain matin, il se leva encore plus tôt que d'habitude et se rendit directement à la cuisine, où il surprit la cuisinière en lui ordonnant personnellement de préparer un thé spécifique, de la camomille avec du miel et une touche de brandy, la préparation exacte qu'il avait remarqué que Béatrice prenait au dîner plusieurs semaines auparavant lorsqu'elle avait mentionné, dans l'un de leurs rares échanges réels, que sa mère avait toujours juré par cette combinaison pour les maux de gorge, et il ordonna qu'on le lui envoie dans ses appartements avec le petit déjeuner. Lorsque Béatrice reçut le plateau et vit non seulement le thé standard du petit déjeuner, mais cette préparation particulière, faite exactement comme elle la préférait, elle resta assise très immobile dans son lit pendant un long moment, la tasse réchauffant ses mains, et comprit avec une clarté soudaine qu'Edmund avait été attentif, que malgré la distance qu'il maintenait et les murs qu'il avait si soigneusement construits autour de lui, il avait remarqué ce petit détail sur ses préférences et s'en était souvenu. Elle le trouva cet après-midi-là dans son bureau, s'étant aventurée en bas, malgré les douces protestations de Mrs. Phillips, qui insistait pour qu'elle se repose, et lorsqu'elle le remercia pour le thé, pour sa prévenance d'avoir retenu une si petite chose, il leva les yeux de ses registres avec une expression qui aurait pu être de la surprise ou quelque chose de plus vulnérable rapidement dissimulé, et il dit simplement
Ce n'était rien. Mais elle vit la façon dont ses doigts se resserrèrent sur sa plume, vit quelque chose vaciller dans ses yeux. Peut-être l'étonnement qu'elle ait reconnu le geste pour ce qu'il était, peut-être le malaise d'être vue, d'avoir sa façade d'indifférence soigneusement entretenue, fissurée par un acte de gentillesse qu'il n'avait pas tout à fait réussi à réprimer, et bien qu'il retournât son attention à son travail en un clair congédiement, et bien qu'elle se retirât sans insister davantage, quelque chose avait changé entre eux, une petite graine avait été plantée dans le sol gelé de leur arrangement, et aucun d'eux ne pouvait tout à fait prétendre le contraire. La bibliothèque était devenue le sanctuaire de Béatrice dans les semaines qui suivirent sa guérison du rhume, un lieu où elle pouvait se perdre dans le travail tranquille de restauration, tandis que les pluies de novembre tombaient régulièrement contre les hautes fenêtres, et elle avait développé une routine confortable consistant à y passer ses soirées après le dîner, organisant des volumes à la lumière chaude des lampes à huile, tandis qu'Edmund se retirait vraisemblablement dans son bureau ou ses appartements, comme il le faisait toujours. Maintenant, la distance qui était devenue la caractéristique déterminante de leur mariage, malgré cette petite fissure de gentillesse qu'il avait montrée. Mais un soir, peut-être une semaine après l'incident du thé, elle leva les yeux d'une pile de textes botaniques qu'elle cataloguait pour le trouver debout dans l'embrasure de la porte, son expression incertaine d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant, comme s'il était entré dans une pièce où il n'était plus certain d'avoir le droit d'entrer, et lorsqu'elle croisa son regard, il sembla sur le point de se retirer jusqu'à ce qu'elle dise simplement « Bonsoir », sans question dans sa voix, sans demande d'explication, juste une reconnaissance de sa présence. Il entra lentement, son regard balayant les étagères qu'elle avait passé des semaines à nettoyer et à organiser. Observant la transformation qu'elle avait opérée dans cet espace négligé, et après un long moment de silence, il dit, sa voix plus rauque que d'habitude, « C'était le projet de ma mère, vous savez, la bibliothèque. Elle a passé des années à collectionner ses livres, à les organiser de cette façon. Après sa mort, quand j'avais 12 ans, mon père a fermé les portes à clé. Je ne pense pas qu'il pouvait supporter de voir ce qu'elle avait aimé. C'était la première chose vraiment personnelle qu'il partageait avec elle, le premier aperçu sous l'armure de formalité qu'il portait comme une seconde peau, et Béatrice sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une compréhension que ce moment exigeait d'être traité avec soin, qu'il avait offert quelque chose de fragile et que le moindre faux pas pourrait le faire se replier à jamais derrière ses murs. Elle dit doucement, elle avait un goût exquis, la collection est remarquable, philosophie, poésie, histoire naturelle, toutes les grandes œuvres. Elle devait être une femme d'une intelligence considérable. Il hocha la tête, passant ses doigts le long d'une étagère qu'elle avait récemment polie. Elle l'était. Mon père n'a jamais apprécié cela chez elle. Il pensait que les livres étaient futiles pour une femme de sa condition. Ils ne parlèrent que quelques minutes de plus, des mots hésitants sur la littérature et la perte, sur le réconfort trouvé dans la compagnie des livres lorsque la compagnie humaine s'avérait trop compliquée ou trop douloureuse, puis il se retira, offrant un bonsoir formel qui aurait pu sembler un retour à la distance, sauf que 2 nuits plus tard, il apparut de nouveau dans l'embrasure de la porte, et cette fois-ci, il apporta un de ses propres livres et s'installa dans le fauteuil en cuir en face de là où elle travaillait, lisant en silence pendant qu'elle continuait son catalogage, et progressivement, sans discussion ni reconnaissance, cela devint une habitude. Certains soirs il venait, et d'autres non, mais quand il le faisait, ils existaient dans un silence parallèle qui ne ressemblait en rien au silence douloureux de leur table de dîner, un espace partagé qui ne demandait rien et offrait tout, et bien qu'ils parlassent rarement, au-delà de brefs échanges sur un volume ou un auteur particulier. Béatrice commença à sentir que peut-être Edmund Hartwell n'était pas entièrement inaccessible après tout, que quelque part
sous sa glace soigneusement entretenue, se trouvait un homme qui avait su un jour comment se connecter, qui avait assez aimé sa mère pour enfermer sa mémoire plutôt que d'affronter la douleur qu'elle représentait, qui était capable de chaleur même s'il avait oublié comment la laisser atteindre la surface, et elle se surprit à attendre avec impatience ses soirées à la bibliothèque avec une intensité qui aurait dû l'alarmer, mais qui ressemblait plutôt à la première émotion, vraiment honnête, qu'elle s'était autorisée depuis qu'elle avait conclu cet arrangement, censé les protéger, tous deux, de ressentir quoi que ce soit. Alors que l'automne s'approfondissait vers l'hiver et que novembre cédait la place à décembre, la transformation entre eux fut si graduelle, si soigneusement non reconnue, qu'aucun d'eux n'aurait pu désigner un seul moment où leur arrangement s'était mué en autre chose, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait osé nommer ou revendiquer, mais elle était là, dans l'accumulation de petits gestes qui parlaient plus fort que tous les mots qu'ils n'avaient pas trouvé le courage de prononcer. Le soir où Béatrice, cherchant un volume sur une étagère élevée de la bibliothèque, trouva Edmund soudain à ses côtés, sa main stabilisant son coude tandis qu'il récupérait le livre lui-même, leurs doigts s'effleurant lors du transfert, et le contact dura peut-être un battement de cœur de plus que nécessaire, aucun d'eux ne se retirant immédiatement. Tous deux vivement conscients de la chaleur de la peau contre la peau avant que la bienséance ne reprenne ses droits, et qu'ils ne s'écartent avec des remerciements murmurés qui ne pouvaient tout à fait masquer l'électricité de ce bref contact. Elle commença à laisser la carafe de brandy remplie dans la bibliothèque les soirs où il la rejoignait, ayant remarqué qu'il préférait une variété particulière des caves, et bien qu'il ne le mentionnât jamais directement, elle le vit s'arrêter la première fois qu'il la trouva en attente, vit quelque chose s'adoucir dans son expression avant qu'il ne se verse un verre et ne s'installe dans son fauteuil habituel, et le lendemain soir, elle trouva son châle préféré, dont elle avait mentionné une fois en passant qu'il rendait la bibliothèque confortable les nuits froides, drapé sur le dossier de son siège habituel, et tous deux firent semblant de ne pas remarquer ces petits actes de considération qui révélaient avec quelle attention ils s'observaient l'un l'autre malgré la distance qu'ils maintenaient ostensiblement. Au dîner, ce rituel nocturne qui avait été autrefois une épreuve de silence douloureux, leurs yeux se croisaient de plus en plus fréquemment à travers la table, des regards qui s'attardaient un instant de plus que ce que la politesse dictait, des conversations qui, bien que toujours formelles, avaient commencé à inclure de véritables échanges plutôt que de simples plaisanteries, et une fois, alors qu'elle faisait une observation ironique sur l'absurdité d'une lettre qu'elle avait reçue d'une ancienne connaissance à Londres, elle vit sa bouche esquisser ce qui aurait pu être le fantôme d'un sourire, rapidement réprimé mais indubitablement là, et la vue de cela fit faire à son cœur une acrobatie inconfortable dans sa poitrine qu'elle refusa d'examiner de trop près. Le personnel de la maison le remarqua, bien sûr, car les domestiques voient toujours ce que leurs employeurs imaginent caché, et Mrs. Phillips fit remarquer à la gouvernante que sa seigneurie semblait moins sévère ces derniers temps, tandis que la gouvernante observait que sa seigneurie avait commencé à coiffer ses cheveux dans un style plus doux, et avait demandé que la robe de soie rose soit repassée pour le dîner plutôt que ses gris sobres habituels. Et elles échangèrent des regards entendus qui suggéraient qu'elles comprenaient ce que le vicomte et la vicomtesse eux-mêmes n'admettraient pas encore, que quelque part dans l'espace prudent entre eux, quelque chose grandissait, quelque chose qui les effrayait tous les deux, parce que cela exigeait exactement la vulnérabilité qu'ils s'étaient juré d'éviter, en contractant cet arrangement destiné à les protéger de ressentir quoi que ce soit de dangereux ou de réel. Aucun d'eux ne parla de ces changements à voix haute, comme si les mots pouvaient briser la chose fragile qui se construisait entre eux, tous deux piégés par la peur que l'autre ne ressente pas la même chose, que toute reconnaissance révélerait qu'ils avaient mal interprété la gentillesse pour quelque chose de plus profond, la courtoisie ordinaire pour de l'affection. Et ils continuèrent donc leur danse prudente de proximité et de retenue,
désirant sans oser désirer, jusqu'à un matin de la mi-décembre où Béatrice se réveilla pour trouver le monde au-delà de sa fenêtre transformée, la première neige de l'hiver étant tombée dans la nuit, recouvrant le domaine d'une couverture de blanc qui étouffait tout son et rendait tout propre, nouveau et plein de possibilités. Et lorsqu'elle descendit pour le petit déjeuner, elle trouva Edmund debout à la fenêtre, regardant le paysage changer avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, quelque chose de presque paisible, de presque plein d'espoir, et quand il se tourna et la vit là, il ne dissimula pas immédiatement cette expression, et pendant un instant, ils se regardèrent simplement à travers le petit salon, tandis que la neige tombait silencieusement dehors, et que tout ce qui avait été soigneusement flottait entre eux, comme une promesse que ni l'un ni l'autre n'était tout à fait prêt à faire, mais ne pouvait plus entièrement nier. Noël arriva à Hartwell Manor avec une transformation que personne n'ayant connu le domaine ces dernières années n'aurait pu anticiper, car Béatrice, puisant dans des réserves de courage qu'elle ne se savait pas posséder, avait discrètement organisé des célébrations pour le personnel de la maison et les familles de tenanciers, de modestes rassemblements qui apportèrent l'odeur des branches de pin et du vin chaud dans des pièces qui n'avaient pas connu de telles festivités depuis plus d'une décennie. Et Edmund, observant depuis les embrasures de portes et les coins tandis que sa femme se déplaçait dans le manoir, apportant chaleur et rire à des espaces qui avaient été froids et silencieux si longtemps, sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine qu'il avait cru scellée à jamais, une expansion douloureuse de sentiments qui était à la fois gratitude et quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qui murmurait que cette femme qu'il avait épousée par obligation et convenance était devenue essentielle pour lui d'une manière qu'il s'était juré de ne plus jamais permettre à quiconque de devenir essentiel. Les tenanciers qui vinrent recevoir de petits cadeaux et des vœux saisonniers se firent remarquer les uns aux autres que sa seigneurie avait ramené la vie au manoir, que sa seigneurie semblait presque humain lorsqu'il se tenait à ses côtés, et le personnel de la maison, préparant le dîner de Noël traditionnel, travaillait avec une légèreté qui venait du fait de servir dans une demeure qui ressemblait enfin à plus qu'un beau mausolée. Le soir de Noël, après la fin des célébrations et le départ des invités dans la nuit d'hiver cristalline, Béatrice et Edmund se retrouvèrent seuls dans le salon, le feu mourant, les bougies vacillant sur la cheminée à côté d'arrangements de houx et de lierre, et le silence entre eux était différent des silences qu'ils avaient endurés pendant ces premières semaines de mariage. C'était un silence de camaraderie, confortable et chaleureux, jusqu'à ce que Béatrice se lève et prenne un petit paquet emballé dans du papier brun et du ruban, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle le lui offrait avec un simple « J'espère que vous ne trouverez pas cela présomptueux. Je l'ai vu et j'ai pensé à vous. » Edmund prit le paquet avec une expression de surprise si sincère qu'elle réalisa, avec une pointe de tristesse, qu'il ne s'était pas attendu à ce qu'on pense à lui du tout, qu'il n'avait pas anticipé que quiconque considérerait ses préférences ou ses plaisirs dignes de l'effort d'attention. Et lorsqu'il déballa le papier pour révéler un volume de poésie qu'il avait lu à plusieurs reprises dans la bibliothèque, maintenant relié dans un nouveau cuir souple avec ses initiales gravées en or sur le dos, elle regarda son visage se transformer, le regarda passer ses doigts sur la reliure avec une révérence qui lui dit qu'il comprenait que ce n'était pas simplement un cadeau, mais une déclaration, qu'elle avait été attentive, qu'elle avait remarqué ce qui lui apportait du réconfort, qu'il comptait pour elle d'une manière qui allait bien au-delà des termes de leur arrangement. Il leva les yeux vers elle, les siens étrangement brillants, et dit, la voix rauque, « Béatrice, je n'ai rien pour vous, je n'ai pas pensé. » Et le regret visible dans son expression, l'auto-récrimination, la toucha plus que n'importe quel discours préparé n'aurait pu le faire, et elle l'assura rapidement que cela n'avait pas d'importance,
qu'elle n'avait pas offert le cadeau avec une quelconque attente de réciprocité. Mais il était déjà debout, se dirigeant déjà vers la porte avec une détermination soudaine, et elle resta près du feu, incertaine et pleine d'espoir, jusqu'à ce qu'il revienne quelques minutes plus tard, portant une petite boîte en bois qui semblait vieille et précieuse. Et lorsqu'il l'ouvrit pour révéler un collier de perles lumineuses, parfaitement assorti et brillant à la lueur des bougies, elle eut un souffle coupé de reconnaissance, car même elle, qui n'était au manoir que depuis quelques mois, avait entendu les domestiques parler à voix basse du collier de perles de la défunte vicomtesse, le seul bijou de sa mère qu'Edmund avait gardé lorsque le reste avait été partagé entre les parents après sa mort. Il souleva les perles de leur lit de velours avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables, et dit « Elle aurait voulu que vous l'ayez. Elle aurait... » Et sa voix se brisa, et il dut s'arrêter, se ressaisir, avant de pouvoir continuer. Elle aurait adoré que quelqu'un ramène de la chaleur dans cette maison, que quelqu'un en fasse à nouveau un foyer. Et lorsque Béatrice se tourna pour lui permettre d'attacher le fermoir à sa nuque, lorsqu'elle sentit ses doigts effleurer sa peau et s'y attarder juste un instant de plus que nécessaire, lorsqu'elle se retourna pour lui faire face et vit dans ses yeux quelque chose de brut, de non dissimulé et de terriblement vulnérable, elle comprit que quelque chose de fondamental avait changé entre eux, qu'ils avaient franchi un seuil invisible d'où il ne pouvait y avoir de retour à la distance sécurisante de leur arrangement, et aucun d'eux n'en parla. Aucun n'osa nommer ce qui flottait dans l'air entre eux, comme l'odeur du pain et de la promesse. Mais quand elle murmura « Merci, Edmund, je le chérirai toujours », et qu'il répondit « Comme je chérirai ceci », tenant le livre relié contre sa poitrine comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré, ils surent tous deux qu'ils ne parlaient plus seulement de cadeaux échangés à Noël, mais de quelque chose d'infiniment plus précieux et d'infiniment plus effrayant que ni l'un ni l'autre n'était tout à fait prêt à revendiquer, mais ne pouvait plus nier. Janvier arriva avec un froid glacial qui transforma les fenêtres de Hartwell Manor en toiles de givre et de glace, le genre de froid pénétrant qui faisait paraître inadéquats même les feux les plus ardents. Mais entre Edmund et Béatrice grandissait une chaleur qui n'avait rien à voir avec les âtres qui flambaient dans chaque pièce et tout à voir avec la façon dont ils avaient commencé, presque sans s'en rendre compte, à abaisser les dernières défenses qu'ils avaient maintenues, même à travers l'intimité hésitante des soirées à la bibliothèque et l'échange révélateur des cadeaux de Noël, et lorsqu'une tempête s'abattit dans la 2e semaine du mois, apportant une neige si épaisse et un vent si violent que le domaine fut rendu totalement isolé du village et du monde extérieur, ils se retrouvèrent bloqués ensemble, sans rien pour les séparer de l'honnêteté, si ce n'est la peur qu'ils portaient tous deux depuis si longtemps. Ce soir-là, alors que le vent hurlait contre les murs du manoir et que le feu de la bibliothèque crépitait avec une intensité inhabituelle, ils s'assirent plus près qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant, partageant le brandy qui était devenu leur rituel. Et peut-être était-ce l'isolement, le sentiment que le monde s'était rétréci à eux deux et à cette pièce, ou peut-être était-ce simplement que le faux semblant était devenu plus épuisant que la vérité. Mais lorsque Béatrice parla, sa voix était plus basse que d'habitude, presque hésitante, et elle dit quelque chose qu'elle n'avait jamais eu l'intention de partager avec qui que ce soit, et encore moins avec cet homme qu'elle avait épousé par convenance. Elle parla de sa solitude à Londres, des années passées à se voir devenir invisible alors que le scandale s'attachait à son nom. Puis, avec un courage qui fit trembler ses mains autour de son verre, elle lui raconta ce qui s'était réellement passé, qu'un gentleman qu'elle avait refusé, un homme de charme et de cruauté, avait répandu des mensonges lorsque sa fierté n'avait pu supporter son rejet, avait murmuré à la société qu'elle l'avait encouragé, puis l'avait éconduit capricieusement. Et bien que les mensonges fussent assez vagues pour éviter une accusation directe, ils étaient assez spécifiques pour la souiller, pour faire d'elle quelqu'un avec qui les familles respectables ne risqueraient pas de s'associer,
et à la voix qu'elle avait commencé à craindre de rester à jamais invisible, à jamais définie par des faussetés, à jamais seule. Edmond écouta avec une expression qui passa de l'attention à la colère en son nom, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur, et lorsqu'elle se tut, lorsque les seuls sons furent le feu et la tempête, il parla à son tour, sa voix rauque d'une émotion qu'il n'essayait plus de cacher, et il lui parla de Catherine, la femme qu'il avait aimée quand il avait 25 ans, et qu'il était assez sot pour croire que l'amour suffisait, comment elle avait accepté sa proposition, porté sa bague, et lui avait souri avec ce qu'il avait cru être une affection sincère, et comment il avait découvert, tout à fait par accident, qu'elle encourageait simultanément les attentions du duc d'Ashford, un homme de plus grand titre et de bien plus grande richesse, et lorsque le duc lui avait fait sa demande, elle avait rompu leurs fiançailles sans regret apparent, avait regardé Edmund avec quelque chose comme de la pitié, et avait dit qu'il comprenait sûrement qu'elle devait penser à son avenir, et il s'était juré à ce moment-là de ne plus jamais être vulnérable, de ne plus jamais offrir son cœur à quelqu'un qui pourrait le peser contre un avantage matériel et le trouver insuffisant. Ils s'assirent à la lueur du feu, ayant mis à nu leurs blessures et leurs peurs, s'étant montré l'un à l'autre les endroits tendres qu'ils avaient cachés au monde. Et bien que ni l'un ni l'autre ne tendît la main, bien qu'aucune déclaration ne fût faite et qu'aucune promesse ne fût prononcée, ils comprirent tous deux que quelque chose de fondamental avait changé entre eux, qu'ils étaient passés d'une compagnie prudente à un territoire dangereux où vivaient les vrais sentiments, où l'espoir et la terreur s'entrelaçaient, où la possibilité de souffrir n'avait d'égal que la possibilité de guérir, et la vérité que ni l'un ni l'autre n'osait dire à voix haute, mais que tous deux reconnaissaient dans les yeux de l'autre, était que ce mariage de convenance, cet arrangement destiné à les protéger de ressentir, était devenu quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait contrôler, et que ni l'un ni l'autre ne voulait vraiment résister, quelque chose qui s'était transformé d'obligation en nécessité, de convenance en quelque chose qui ressemblait remarquablement, terriblement, et avec espoir, à de l'amour. Février arriva avec une tension qui n'avait rien à voir avec le temps et tout à voir avec l'atmosphère chargée qui existait désormais dans chaque pièce où Edmond et Béatrice se trouvaient ensemble, car après les confessions de cette nuit de janvier enneigée, ils étaient devenus vivement, douloureusement conscients l'un de l'autre d'une manière qui donnait aux interactions ordinaires un poids de signification, et chaque regard portait un sens, chaque effleurement accidentel des mains semblait électrique, chaque soirée dans la bibliothèque devenait un exercice de retenue qui les laissait tous deux épuisés et endoloris de sentiments qu'ils s'étaient avoués à eux-mêmes, mais n'avaient pas encore osé se dire à voix haute. Un soir particulier, alors que la faible lumière de février s'estompait derrière les fenêtres et que les lampes de la bibliothèque jetaient leur lueur dorée sur l'espace familier qui était devenu la géographie de leur intimité grandissante, ils se tenaient ensemble, examinant un volume de poésie romantique nouvellement acquis, leurs épaules se touchant presque alors qu'ils se penchaient sur les pages, et Béatrice lisait à haute voix un passage sur l'amour et le désir quand elle prit conscience qu'Edmund était devenu très immobile à côté d'elle, qu'il ne regardait plus le livre, mais son visage avec une intensité qui lui coupa le souffle et fit vaciller ses mots en pleine phrase. Et quand elle leva les yeux pour croiser son regard, elle trouva dans ses yeux quelque chose de si brut et de si non dissimulé qu'elle sentit son cœur commencer à s'emballer, sentit l'air entre eux s'épaissir de possibilités, de promesses et d'une peur terrible et merveilleuse. Il tendit lentement la main, lui donnant toute latitude pour s'écarter, pour se replier dans la sécurité de la distance, mais elle resta figée, prise entre le désir et la terreur, alors que sa main s'élevait vers son visage, ses doigts tremblant légèrement à l'approche de sa joue, et l'instant s'étira et se dilata jusqu'à sembler tout contenir. Tous les mois de distance prudente, toutes les soirées de proximité croissante, tous les mots dits et non dits,
tout l'espoir, la peur et le désir désespéré que ni l'un ni l'autre n'avaient été assez courageux pour revendiquer. Et elle pouvait sentir la chaleur de sa main bien qu'il n'eût pas encore touché sa peau, pouvait voir dans son expression la même paralysie du désir et du doute qui la tenait immobile, et pendant un souffle suspendu, il sembla inévitable que la distance entre eux se comble enfin, enfin. Mais alors, quelque chose changea sur son visage, une ombre de vieille blessure ou de trahison remémorée, une terreur que la femme devant lui puisse le blesser comme Catherine l'avait blessé, et il retira brusquement sa main comme s'il s'était brûlé, s'éloigna d'elle d'un mouvement saccadé qui brisa le charme de l'instant, et dit d'une voix devenue raide et formelle. « Pardonnez-moi, c'était... Je vous présente mes excuses, Lady Hartwell, je n'aurais pas dû. » Et il était parti, avant qu'elle ne puisse répondre, la laissant seule dans la bibliothèque, avec le livre de poésie toujours ouvert entre ses mains, le cœur battant contre ses côtes, et l'esprit tourbillonnant de confusion, de douleur et de la terrible question de savoir si elle avait tout mal interprété, si toute la chaleur et l'intimité croissante n'avaient été que le fruit de sa propre imagination insensée, s'il ne ressentait pas pour elle ce qu'elle avait commencé à croire qu'il ressentait, ce qu'elle s'était permis d'espérer qu'il ressentait. Edmund, fuyant vers ses propres appartements comme un lâche, pressa son front contre la vitre froide de sa fenêtre et regarda les jardins dénudés par l'hiver sans les voir, furieux contre lui-même pour sa faiblesse d'avoir presque voulu la toucher, et plus furieux encore pour sa lâcheté de s'être retiré, et la vérité qui le brûlait, avec une clarté impitoyable, était qu'il l'aimait d'une intensité qui le terrifiait, l'aimait d'une manière qui le rendait vulnérable exactement de la façon dont il s'était juré de ne plus jamais être vulnérable, car il l'avait épousée précisément pour éviter ce genre de sentiment, avait choisi un arrangement plutôt qu'une cour pour se protéger spécifiquement de la possibilité de trop s'attacher et d'être trop profondément blessé. Et pourtant, il se tenait là, défait par une femme qu'il avait essayé de garder à distance, une femme qui avait réussi à se glisser au-delà de toutes les défenses qu'il avait construites, et s'était rendue absolument essentielle à son bonheur, et la profondeur de ses sentiments pour elle était précisément ce qui le paralysait, car il ne pouvait supporter l'idée qu'elle ne les partageât pas, ne pouvait survivre à un autre rejet, à un autre moment où il offrirait son cœur et le verrait peser et jugé insuffisant. Et il s'était donc retiré, s'était réfugié dans la froideur et la formalité, l'avait blessé pour se protéger, et il se détestait pour cela, tout en sachant qu'il le referait, qu'il continuerait à le faire jusqu'à ce qu'il trouve le courage de tout risquer ou qu'il la perde entièrement à cause de sa propre peur. Le début de mars arriva avec de timides promesses de printemps, les premiers crocus perçant la neige fondante autour des jardins de Hartwell Manor, et avec lui vint la nouvelle du village que plusieurs familles étaient tombées malades de la fièvre, le genre de maladie qui se propage dans les foyers comme une traînée de poudre et laisse le deuil dans son sillage. Et lorsque Béatrice apprit que la famille Marston, des fermiers tenanciers, avec 4 jeunes enfants, était entièrement tombée malade, et que madame Marston était trop faible pour s'occuper de ses petits, elle insista pour aller les voir malgré les protestations inquiètes de la gouvernante et la tension visible d'Edmund lorsqu'elle annonça son intention au petit déjeuner, bien qu'il ne dît rien pour l'arrêter, se contentant de la regarder avec une expression qui aurait pu être de l'inquiétude ou la gêne persistante qui avait subsisté entre eux depuis ce terrible moment dans la bibliothèque où il avait presque touché son visage avant de s'enfuir. Elle y alla avec des paniers de nourriture et de médicaments, avec du linge propre et une détermination à se rendre utile, et bien qu'elle prît des précautions, gardant ses distances lorsque c'était possible, se lavant les mains avec la minutie que le médecin avait recommandée, il y avait des limites aux soins que l'on pouvait prendre en aidant à nourrir des enfants malades et à réconforter une mère effrayée. Et lorsqu'elle retourna au manoir ce soir-là,
Elle se sentit satisfaite du bien qu'elle avait fait, et ne pensa rien du léger mal de tête qui avait commencé à se manifester derrière ses yeux, le considérant comme une simple fatigue d'une longue journée de travail plus exigeante physiquement que ses routines habituelles de restauration de la bibliothèque et de correspondance. Le lendemain, elle retourna chez les Marston, et le jour d'après, et le troisième jour, elle remarqua que sa fatigue s'était approfondie en quelque chose de plus troublant, une lourdeur dans ses membres qui rendait même les mouvements simples difficiles. Mais elle l'attribua à un mauvais sommeil et continua sa routine, prenant le thé avec Edmund dans un quasi-silence tendu qui lui brisait un peu plus le cœur chaque jour, l'intimité facile qu'ils avaient construite pendant l'hiver étant maintenant remplacée par une politesse soignée qui ressemblait à une mort en soi. Et elle se demandait si elle l'avait entièrement perdue, si son moment de quasi-tendresse l'avait si profondément effrayé qu'il se retirerait à jamais derrière ces murs de bienséance et de froideur. Mais le soir venu, son mal de tête était devenu si intense qu'elle s'excusa pour le dîner, et lorsqu'elle se leva de sa chaise dans le salon, le monde bascula de manière alarmante, et elle dut s'agripper au dossier du meuble pour se stabiliser. Et Edmund fut immédiatement sur ses pieds, lui demandant si elle allait bien. Et elle l'assura que ce n'était rien, juste de la fatigue, juste un mal de tête, et elle se dirigea vers ses appartements avec toute la dignité qu'elle put rassembler, alors même que sa vision commençait à se brouiller sur les bords et que sa peau commençait à brûler d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec les feux qui flambaient dans les âtres. Elle atteignit le couloir devant sa chambre avant que ses jambes ne cèdent complètement, et la dernière chose dont elle se souvint avec clarté fut le sol qui montait à sa rencontre, le bruit de son propre corps heurtant le tapis, puis le cri de la gouvernante, le tonnerre de pas et la voix d'Edmund perçant l'obscurité grandissante avec une panique qu'elle ne lui avait jamais entendue auparavant, criant à l'aide, criant son nom. Puis ses mains sur son visage, et le monde disparut dans la fièvre et les flammes. Quand Edmund fut convoqué des écuries où il s'était réfugié pour échapper au tourment d'être près de Béatrice tout en maintenant la distance prudente que sa lâcheté exigeait, quand on lui dit que Lady Hartwell s'était effondrée, quelque chose de fondamental se brisa dans sa poitrine, et il courut à travers le manoir, le cœur dans la gorge, montant les escaliers 3 par 3, et quand il l'atteignit et la vit affalée dans le couloir, inconsciente, la peau rougie par la fièvre, chaque mur soigneusement construit, chaque protection maintenue, chaque défense contre le fait de trop ressentir, cessa tout simplement d'exister, et il la prit dans ses bras avec des mains tremblantes et la porta jusqu'à sa chambre, appelant le médecin d'une voix qui sortit rauque, autoritaire et à peine contrôlée, et le personnel de la maison se déplaça avec une efficacité urgente, car il n'avait jamais, pas une seule fois dans toutes les années de résidence de sa seigneurie au manoir, entendu une telle émotion dans sa voix ou vu une telle peur dans ses yeux. Et ils comprirent, en voyant des cavaliers au village, que quelque chose avait changé, que quel que soit l'arrangement prudent qui avait existé entre le vicomte et sa femme, s'était transformé en quelque chose qui faisait trembler ses mains alors qu'il la déposait sur le lit et refusait de la quitter, même pour laisser les femmes de chambre s'occuper d'elle, et quand le médecin arriva enfin, l'examina avec une efficacité grave et prononça que c'était la même fièvre qui avait frappé le village, la même maladie qui avait déjà coûté 2 vies cette semaine-là. Le visage d'Edmund devint blanc comme la mort, et sa voix, lorsqu'il s'enquit du traitement, du pronostic, de tout ce qui pouvait être fait, tremblait d'une terreur à peine réprimée, et la réponse du médecin qu'il ne pouvait que la garder confortable, qu'attendre et espérer, que la fièvre devait suivre son cours et que certains y survivaient et d'autres non, atterrit comme un coup physique qui obligea Edmund à s'agripper au montant du lit pour rester debout. Et quand le médecin suggéra que sa seigneurie devrait peut-être garder ses distances pour éviter la contagion, devrait laisser ses soins aux domestiques
qui pourraient la soigner à tour de rôle. Edmund le regarda avec des yeux devenus durs et dit d'une voix qui n'admettait aucune discussion. « Je ne la quitte pas. » Et le personnel échangea des regards lourds d'inquiétude et de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, car ils comprirent à ce moment-là que leur maître aimait sa femme, l'aimait d'un désespoir qui s'était caché sous des mois de courtoisie prudente, et que les jours suivants le mettraient à l'épreuve d'une manière que la gestion du domaine et les obligations sociales n'auraient jamais pu le faire, exigerait de lui un courage qui n'avait rien à voir avec le stoïcisme, et tout à voir avec la terrifiante vulnérabilité d'aimer quelqu'un au point de risquer de le perdre, de se soucier si profondément que la possibilité du deuil devenait insupportable, et alors que le médecin prenait congé avec pour instruction de l'envoyer chercher si son état changeait, Edmund tira une chaise au chevet de Béatrice, prit sa main brûlante dans la sienne et se prépara à affronter la plus grande peur de sa vie, soigneusement défendue. Le médecin partit avec son sac de remèdes inutiles et ses avertissements sur la contagion qu'Edmund avait balayés avec un mépris à peine dissimulé, et alors que le bruit des sabots s'estompait sur l'allée du manoir, Edmund s'installa dans la chaise qu'il avait tirée au chevet de Béatrice et comprit avec une clarté cristalline qu'il ne quitterait pas cette chambre, n'observerait pas la distance appropriée, ne prendrait pas de précautions sensées, ni ne se protégerait de la maladie, car la seule chose insupportable en cet instant était l'idée qu'elle souffre seule, qu'elle se réveille dans la confusion ou la douleur pour se retrouver abandonnée. Et il prit sa main brûlante dans les siennes et sentit la fièvre rayonner de sa peau comme la chaleur d'une forge, et pensa follement que son contact devrait sûrement la rafraîchir, que sa volonté devrait suffire à extraire la maladie de son corps, mais elle ne fit que trembler et murmurer de manière incohérente. Et il attrapa le bassin d'eau fraîche que la gouvernante avait laissé, et commença le travail qui occuperait les longues heures à venir, humidifiant des linges et les posant doucement sur son front, sa gorge, ses poignets, partout où la fièvre semblait brûler le plus férocement. La nuit s'épaissit autour d'eux, et la maison tomba dans un silence inquiet, les domestiques parlant à voix basse derrière la porte, apportant occasionnellement de l'eau fraîche ou du bouillon qu'Edmund remarquait à peine, et Béatrice dérivait entre des états de conscience qui ressemblaient peu à une véritable conscience, se débattant parfois contre les couvertures qu'il essayait de garder sur elle, restant parfois si immobile que son cœur se serrait de terreur, jusqu'à ce qu'il sente la montée et la descente superficielle de sa respiration, et dans les moments où ses yeux s'ouvraient et semblaient le reconnaître, elle murmurait, à travers ses lèvres gercées, qu'il devait partir, qu'il devait la laisser, qu'il tomberait malade lui-même s'il restait, et chaque fois qu'elle le disait, quelque chose de féroce et de protecteur montait dans sa poitrine, et il se penchait plus près, caressait les cheveux humides de son visage, et disait avec une conviction qui le surprenait par son intensité « Je ne te quitte pas ». Et c'était la première fois en des mois de mariage qu'il lui parlait avec une émotion si brute et si non gardée, la première fois qu'il lui permettait d'entendre dans sa voix ce qu'il avait été trop lâche pour dire en bonne santé, et bien qu'elle fût trop fiévreuse pour comprendre pleinement son ton, elle semblait se calmer à ces mots, se réinstaller contre les oreillers, comme si sa seule présence apportait un certain réconfort contre le feu qui la consumait de l'intérieur. Alors que les heures s'approchaient de l'aube, Edmund se surprit à lui parler à voix basse, sa voix rauque et basse, disant des choses qu'il n'avait jamais dites à personne, s'excusant pour la froideur de leurs premiers mois ensemble, pour la distance qu'il avait si soigneusement maintenue, pour les murs qu'il avait construits entre eux par peur et à cause de vieilles blessures, et il lui parla de la solitude des années avant son arrivée, du vide du manoir qui lui avait semblé le reflet du vide dans sa propre poitrine, et il avoua qu'elle avait tout changé sans même essayer, que sa présence dans sa bibliothèque, à sa table et dans ses pensées avait transformé sa compréhension de ce que la vie pouvait contenir,
que quelque part, dans l'accumulation de soirées tranquilles et de regards volés, il était tombé irrévocablement amoureux d'elle et avait été trop lâche pour le dire, et il lui disait ces vérités à elle, inconscientes, avec des larmes coulant sans retenue sur son visage, car il ne pouvait supporter l'idée qu'elle puisse mourir sans savoir qu'elle avait été aimée, qu'elle était aimée, qu'il l'aimerait jusqu'à son dernier souffle, et au-delà si de telles choses étaient possibles. Et lorsque la lumière grise de l'aube commença à filtrer à travers les rideaux, et qu'il entendit la maisonnée s'agiter pour affronter un autre jour, il resta exactement là où il était, lui tenant la main, murmurant ces déclarations tardives à son visage rougi par la fièvre, et comprit qu'il avait enfin trouvé le courage d'être vulnérable, mais craignait désespérément de l'avoir trouvé trop tard. Le deuxième jour n'apporta aucun soulagement, seulement une aggravation de la fièvre qui transforma la peau de Béatrice en feu et sa conscience en fragments, et Edmond resta à son chevet à chaque instant. Sa veillée ininterrompue malgré les tentatives inquiètes de la maisonnée de lui apporter de la nourriture qu'il ne mangerait pas, ou de lui suggérer un repos qu'il ne prendrait pas, et alors que les heures se fondaient dans le troisième jour, il la regarda s'éloigner de lui dans le délire, ses yeux s'ouvrant parfois, mais ne voyant rien de la chambre, ni de l'homme qui lui tenait la main avec une tendresse désespérée. Et c'est dans ces états fiévreux, lorsque les barrières entre la pensée et la parole se dissolvaient entièrement, qu'elle commença à dire des vérités qu'elle avait soigneusement gardées en bonne santé, murmurant, à travers ses lèvres gercées, à propos des soirées à la bibliothèque, qui était devenue le centre de son existence, à propos de le regarder lire à la lueur de la lampe et de sentir son cœur se fendre de désirs qu'elle n'avait pas le droit de ressentir, à propos du moment où elle réalisa qu'elle l'aimait. La nuit de Noël, chuchota-t-elle, quand il lui donna les perles de sa mère avec des mains tremblantes. Et Edmond écouta, des larmes coulant sur son visage, alors que sa femme, perdue dans la fièvre, confessait qu'elle était tombée amoureuse d'un homme qui semblait déterminé à la tenir à distance, qu'elle était reconnaissante pour chaque petite gentillesse qu'il lui avait montrée, même si elle aspirait à plus, que si elle avait eu juste un peu plus de temps, elle aurait trouvé le courage de le lui dire, de lui demander si peut-être il pourrait un jour l'aimer, ne serait-ce qu'une fraction de la façon dont elle en était venue à l'aimer. Et entendre ces mots qu'elle n'aurait jamais prononcés en pleine conscience brisa quelque chose de fondamental dans la poitrine d'Edmond, fit voler en éclats le dernier reste de son sang-froid soigneusement maintenu. Et il se pencha près de son visage brûlant et lui murmura en retour ses propres confessions, dit à sa forme fiévreuse et sourde qu'il l'avait aimée depuis Noël aussi, peut-être même avant, qu'il l'avait observée tout comme elle l'avait observée, que chaque moment dans la bibliothèque avait été à la fois torture et paradis, parce qu'il voulait si désespérément l'atteindre, et avait si profondément peur de ce que signifierait vouloir quelque chose à ce point. Et il lui dit qu'il avait été un imbécile et un lâche, qu'il avait gaspillé des mois qu'ils auraient pu passer dans le bonheur parce qu'il avait trop peur d'être blessé à nouveau, trop endommagé par de vieilles blessures pour reconnaître le cadeau qu'elle représentait, et il lui demanda pardon pour sa froideur, pour la distance qu'il avait maintenue, pour le presque baiser qu'il avait fui comme un lâche, et il promit que si seulement elle survivait à cela, si seulement elle revenait à lui, il passerait le reste de sa vie à rattraper la tendresse qu'il avait retenue, lui dirait chaque jour qu'il l'aimait, ne laisserait plus jamais la peur l'empêcher de montrer son cœur. Le troisième jour s'acheva, et le personnel de la maison laissa de la nourriture devant la porte, qui resta intacte, et le valet d'Edmond frappa doucement et supplia son maître de se reposer, ne serait-ce qu'une heure, de prendre un peu de brandy et peut-être de changer de vêtements, mais Edmond le renvoya d'une voix rauque qui n'admettait aucune discussion, car l'idée de la quitter, même pour un instant, même pour s'occuper de son propre état qui se détériorait, était insupportable, et il continua ses confessions murmurées et ses soins désespérés, rafraîchissant sa peau brûlante de fièvre avec des linges humides, portant de l'eau à ses lèvres et priant en fragments brisés,
un dieu auquel il avait cessé de croire des années auparavant, et aux heures profondes de la troisième nuit, lorsque la maison se tut autour d'eux, et que seul le feu crépitant fut témoin de sa veillée, les yeux de Béatrice s'ouvrirent avec un moment de clarté, elle le regarda directement et murmura son nom, et il faillit sangloter de soulagement, se pencha plus près et dit « Je suis là, je ne te quitterai pas ». Et elle dit avec un effort qui rendait chaque mot clairement douloureux « Tu devrais partir, tu vas tomber malade ». Et il dit avec férocité « Je m'en fiche, tu me comprends, je me fiche de tout sauf de toi ». Et elle sourit faiblement, pensant peut-être que ce n'était que de la gentillesse due à la fièvre, seulement l'inquiétude que tout homme décent montrerait. Puis la clarté s'estompa, et elle retomba dans le délire, dans le feu qui la consumait de l'intérieur, et Edmund la serra plus fort, et comprit avec une terrible certitude qu'il regardait l'amour de sa vie s'éteindre, qu'il avait enfin trouvé le courage de tout ressentir seulement pour faire face à la perte de tout, et la cruauté de ce timing. L'ironie amère de trouver l'amour dans un mariage arrangé seulement pour que la mort menace de le réclamer avant qu'il ne puisse vraiment commencer, le remplit d'une rage et d'un chagrin qui n'avait nulle part où aller, sauf dans sa veillée continue, son refus de se rendre, son insistance murmurée pour qu'elle reste avec lui, qu'elle se batte, qu'elle ne le laisse pas seul dans un monde qui serait insupportable sans sa lumière. Le 4e jour se leva, gris et froid, et le médecin revint à l'appel urgent du valet d'Edmond pour trouver le vicomte toujours à son poste près du lit de la malade, bien qu'il semblât maintenant presque aussi malade que sa femme, le visage hâve et mal rasé, les yeux brillants de fièvre, d'épuisement et peut-être de contagion. Et le médecin examina Béatrice de ses mains expertes, tandis qu'Edmund observait avec une intensité désespérée, et lorsque le médecin se redressa et croisa le regard d'Edmund, la détermination sombre qui s'y lisait en disait long avant que le moindre mot ne soit prononcé, et le médecin dit doucement qu'il avait vu ce schéma de nombreuses fois ces dernières semaines, que la fièvre atteignait généralement son paroxysme le 5e jour, et que la plupart de ceux qui atteignaient cette crise n'y survivaient pas, qu'Edmund devait se préparer à la probabilité que la vicomtesse ne voie pas une autre semaine. Et Edmund entendit ces mots comme s'ils venaient de très loin, comme s'ils étaient prononcés dans une langue étrangère que son esprit refusait de traduire en sens, et il dit avec un calme plus terrifiant que la rage « Elle survivra ». Et le médecin commença à parler d'acceptation, de la volonté de Dieu et des limites de la science médicale, mais Edmund se tourna simplement vers Béatrice et congédia l'homme d'un geste qui ne souffrait aucune discussion, et lorsqu'ils furent de nouveau seuls, il regarda le visage fiévreux de sa femme et comprit avec une clarté absolue qu'il était arrivé à un seuil où la volonté, l'amour et le désespoir étaient tout ce qu'il lui restait à offrir contre l'ombre grandissante de la mort. Tout au long du 4e jour et de la nuit, Edmund sentit son propre corps commencer à faiblir, sentit la douleur familière dans ses os et la chaleur derrière ses yeux qui signalaient que la fièvre prenait racine dans son propre sang, et il sut vaguement qu'il devait la quitter maintenant, se sauver pendant qu'il en était encore temps, préserver au moins une vie de cette tragédie, mais la pensée était absurde, impossible, car quelle vie serait-ce sans elle? À quoi servirait sa propre existence dans un monde où Béatrice aurait été et ne serait plus? Et il ignora donc son propre état qui se détériorait et se concentra entièrement sur elle, sur le fait de la garder aussi confortable que possible, de lui parler constamment au cas où une partie de sa conscience pourrait encore l'entendre. Et alors que le 5e jour arrivait avec sa pâle lumière de l'aube et qu'elle semblait s'éloigner encore plus de lui, sa respiration devenant superficielle et laborieuse, sa peau brûlante malgré tous ses efforts pour la rafraîchir, Edmund prit une décision née de désespoir et de dévotion à parts égales, et il enleva ses bottes et monta prudemment dans le lit à côté d'elle. Rassemblant son corps ravagé par la fièvre contre sa poitrine
et l'enlaçant de ses bras comme s'il pouvait la retenir physiquement à ce monde, comme si son étreinte pouvait être une ancre assez forte pour l'empêcher de dériver dans l'obscurité qui semblait l'attirer à chaque heure qui passait. Il la tint ainsi pendant toute la 5e journée, lui parlant dans un murmure constant et bas, lui racontant la vie qu'ils auraient quand elle serait guérie, les soirées à la bibliothèque, les enfants qu'ils pourraient avoir et les années qu'ils passeraient ensemble. Et il pria pour la première fois depuis la mort de sa mère, pria avec une ferveur qui le surprit, car il avait pensé que cette capacité à la foi était morte en lui depuis longtemps, et il négocia avec Dieu, le destin et toute puissance qui pourrait l'écouter, offrant tout, n'importe quoi, sa propre vie si nécessaire, pourvu qu'elle soit épargnée, et lorsque la nuit tomba à nouveau et qu'elle empira encore, sa respiration devenant rauque et son corps si chaud qu'il semblait impossible qu'elle puisse survivre à une telle chaleur, Edmund pressa ses lèvres sur sa tempe et murmura encore et encore comme une incantation. « Reste avec moi, s'il te plaît, je t'aime, reste. » Et il refusa de reconnaître les larmes qui coulaient sur son visage, ou le tremblement de son propre corps fiévreux, ou la certitude terrifiée grandissant dans son cœur que l'amour pourrait ne pas suffire, que désirer quelque chose désespérément ne garantissait pas son octroi. Et pourtant, il la tenait à travers les heures sombres où la maison se tut autour d'eux et où la mort semblait planer dans l'air même de la pièce. La tenait avec chaque once de force restante dans son corps défaillant, la tenait comme si la lâcher, même pour un instant, signifierait la perdre pour toujours. Le 6e jour arriva avec une aube grise qui se glissa à travers les rideaux comme une promesse hésitante, et Edmund gisait à côté de Béatrice, la tenant toujours contre sa poitrine, bien qu'il ait lui-même depuis longtemps glissé dans un état qui n'était ni sommeil ni veille, mais plutôt une semi-conscience fiévreuse, où les frontières du monde étaient devenues incertaines. Et c'est dans cet état liminal qu'il remarqua pour la première fois le changement, le subtil déplacement dans la qualité de la chaleur qui émanait de son corps, non plus le feu brûlant qui avait consumé 5 jours interminables, mais quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait presque à une chaleur normale plutôt qu'à la fournaise dévorante de la fièvre, et il avait peur d'y croire, peur que l'espoir lui-même ne soit une cruauté, mais sa main se posa sur son front avec des doigts tremblants et trouva sa peau plus fraîche, incontestablement plus fraîche, et un son s'échappa de sa gorge qui était à moitié sanglot, à moitié prière. Les heures du matin passèrent avec une lenteur angoissante, tandis qu'Edmund guettait tout signe de rechute, tout retour de la fièvre qui l'avait presque emporté. Mais à midi, lorsque la faible lumière du soleil perça enfin les nuages gris à l'extérieur de la fenêtre, la température de Béatrice avait encore baissé. Sa respiration était passée de halètement laborieux à un rythme presque normal. Et Edmund sentit des larmes couler sur son visage, bien qu'il ne fît aucun son, se contentant de la tenir et de trembler d'un soulagement qu'il était trop épuisé pour exprimer correctement. Et alors que les ombres de l'après-midi commençaient leur lente progression sur le sol, ses paupières battirent d'une manière qui semblait différente des mouvements inconscients du délire. Puis elles s'ouvrirent complètement, et son regard, bien que faible et confus, était clair, vraiment clair pour la première fois en 6 jours, et elle leva les yeux vers le visage hâve de l'homme qui la tenait, et murmura d'une voix comme des feuilles sèches. « Edmund ?» Ce seul mot, son nom prononcé avec reconnaissance et conscience, brisa quelque chose de fondamental dans le contrôle soigneusement maintenu d'Edmund. Et cet homme qui avait été élevé pour ne montrer aucune faiblesse, qui avait construit des murs de glace autour de son cœur après avoir été trahi, qui avait épousé Béatrice spécifiquement pour éviter de ressentir quoi que ce soit de trop profond, se retrouva à sangloter ouvertement contre ses cheveux, tout son corps secoué par la force d'émotion trop grande pour être contenu, et il parvint à dire à travers ses larmes « Tu es resté avec moi ».
Et Béatrice, aussi faible qu'elle fût, et confuse de se trouver dans l'étreinte désespérée de son mari, d'une manière que leur arrangement n'avait jamais incluse, comprit d'une manière ou d'une autre que quelque chose de profond avait changé pendant les jours dont elle ne se souvenait pas. Et elle leva une main tremblante pour toucher son visage, et dit avec un effort qui lui coûta cher, « Je ne pouvais pas te quitter. » Et Edmund se recula juste assez pour la regarder, ses yeux cerclés de rouge et hagards, son visage mal rasé et exténué, toute son apparence, celle d'un homme qui avait traversé l'enfer et avait à peine survécu, et il dit avec une honnêteté brute qu'il n'aurait jamais pu maîtriser en bonne santé. « Et je ne pouvais pas te laisser partir. Je t'aime. Que Dieu me vienne en aide, Béatrice. Je t'aime depuis des mois, et j'ai failli te perdre avant de trouver le courage de te le dire. » Et Béatrice le fixa, tandis que ces mots, des mots dont elle avait rêvé, mais qu'elle ne s'était jamais attendue à entendre, inondaient sa conscience fiévreuse et épuisée. Et elle vit dans son visage désespéré et ses mains tremblantes et la façon dont il la tenait comme si elle pouvait disparaître s'il desserrait ne serait-ce qu'un peu son étreinte qu'il était sincère, que ce n'était pas de la gentillesse due à la fièvre ou au devoir, mais un amour véritable, durement gagné et presque perdu, et d'autant plus précieux qu'il avait failli rester à jamais inexprimé. La semaine qui suivit se déroula avec l'étrange qualité d'un rêve, le temps mesuré non pas en heures ou en jours, mais en cuillerées de bouillon accepté, en moments d'éveil qui s'allongeaient progressivement, en le lent retour de la couleur sur les joues pâles de Béatrice, et à travers tout cela, Edmund resta à ses côtés, avec une dévotion qui aurait semblé impossible à quiconque l'avait connu pendant ces premiers mois froids de leur mariage. Et le faux semblant qui avait gouverné leur relation pendant si longtemps avait été entièrement consumé par le feu de la fièvre, ne laissant que la vérité entre eux, brute, vulnérable et infiniment précieuse. Il lui raconta tout pendant ces lents jours de convalescence, répétant les confessions qu'il avait murmurées alors qu'elle était inconsciente, et elle écouta avec émerveillement, tandis qu'il décrivait comment il l'avait tenue à travers les heures sombres, refusant de laisser la mort la réclamer, priant avec une ferveur qu'il pensait avoir perdue à jamais, et elle pleura en l'entendant parler de sa terreur, de l'avoir presque perdue avant qu'il n'ait vraiment commencé, et elle lui raconta en retour ses propres sentiments cachés, admettant qu'elle l'aimait depuis des mois, mais qu'elle avait eu trop peur du rejet pour parler, trop convaincu qu'il ne pourrait jamais rendre l'affection d'une femme qu'il avait épousée simplement par convenance, et ils parlèrent de tout le temps perdu, des mois de distance prudente et de désirs inexprimés, de la peur et de la fierté qui les avaient séparés, et Edmund dit avec un profond regret qu'il avait été un lâche et un imbécile, qu'il avait failli laisser ses blessures passées détruire son bonheur futur, et Béatrice toucha son visage hâve, et lui dit qu'ils avaient trouvé leur chemin vers la vérité à la fin, que peut-être ils avaient eu besoin de cette lente accumulation de petits moments pour construire une fondation assez solide, pour supporter le poids de l'amour véritable. La tendresse d'Edmund, pendant sa convalescence, révéla des dimensions de son caractère que Béatrice n'avait fait qu'entrevoir lors de leur soirée à la bibliothèque. Il lui donnait du bouillon avec des mains patientes, lorsqu'elle était trop faible pour tenir la cuillère elle-même. Il lui lisait pendant des heures de sa voix profonde et stable, lorsqu'elle était fatiguée de dormir, mais pas encore assez forte pour quitter le lit. Et il s'asseyait simplement à côté d'elle, en lui tenant la main, lorsque ni les mots ni l'activité ne semblaient nécessaires, son pouce traçant de doux cercles sur sa paume, comme pour se rassurer qu'elle était réelle, vivante et sienne. Et le personnel de la maison, qui s'était inquiété de l'isolement froid de leur maître pendant tant d'années, regardait maintenant avec une joie non dissimulée, tandis qu'il souriait à sa femme avec une adoration ouverte, qu'il riait de quelque chose qu'elle disait, qu'il démontrait de 1000 petites manières que le chagrin glacé qui avait enveloppé son cœur avait enfin fondu. Béatrice trouva sa propre transformation pendant ces jours de convalescence,
comprenant qu'elle n'avait pas simplement survécu à une maladie, mais qu'elle était renée dans une vie qu'elle avait cessé de croire possible, et elle avait trouvé non seulement l'amour, mais l'appartenance, non seulement un mari, mais un partenaire qui la voyait pleinement et chérissait ce qu'il voyait. Et elle avait trouvé un foyer dans ce manoir qui avait semblé si froid à son arrivée, mais qui se sentait maintenant chaud de possibilités, et alors que sa force revenait et qu'elle était capable de s'asseoir dans son lit et finalement de se tenir debout avec le soutien prudent d'Edmund, elle regarda cet homme qui avait refusé de la quitter, même lorsque cela aurait pu lui coûter la vie, et elle comprit avec une clarté absolue qu'elle passerait le reste de ses jours reconnaissante pour la fièvre qui les avait forcés tous deux à dire la vérité qu'ils avaient eu trop peur de reconnaître en bonne santé. 2 semaines après que sa fièvre fut tombée, Béatrice était enfin assez bien pour quitter les confins de sa chambre, et bien qu'elle fût encore faible et eût besoin du bras solide d'Edmund pour descendre les escaliers, elle avait insisté ce matin-là pour sentir le soleil sur son visage et respirer un air qui ne sentait pas la chambre de malade et les médicaments, et Edmund l'avait donc enveloppée dans des couvertures, malgré le fait que l'après-midi de début de printemps était plus doux que les jours précédents, et l'avait portée jusqu'au banc du jardin sous le vieux chêne, où les premiers crocus courageux perçaient à travers les dernières plaques de neige, fondantes en grappes violettes et blanches provocantes, qui parlaient de survie et de renouveau. Et il s'assit à côté d'elle, assez près pour que leur corps se touche de l'épaule au genou, et elle remarqua, avec un amusement tendre, qu'il ne pouvait s'empêcher de la toucher, sa main trouvant la sienne et la tenant comme si c'était quelque chose de précieux. Son autre main s'avançant de temps en temps pour ajuster ses couvertures, écarter une mèche de cheveux de son visage, ou simplement reposer sur son épaule, comme pour confirmer par le toucher qu'elle était réelle, solide et vivante à côté de lui, et non un rêve fiévreux qui pourrait se dissiper s'il cessait sa vigilance, ne serait-ce qu'un instant. Ils parlèrent de la manière douce de 2 personnes qui avaient déjà partagé leurs vérités les plus profondes pendant la crise et qui devaient maintenant découvrir comment parler des choses ordinaires, des choses futures, de la vie qui s'étendait devant eux non plus comme des étrangers liés par contrat, mais comme des partenaires qui s'étaient choisis à travers le feu. Et Edmund parla avec un espoir hésitant de sa vision de leur mariage à l'avenir, de la façon dont il ne voulait pas l'arrangement creux dont ils s'étaient contentés, mais un véritable partenariat construit sur l'amour qu'ils avaient découvert. Et Béatrice le regarda avec des yeux qui contenaient à la fois de l'affection et un doux humour, et dit « Nous sommes déjà mariés, Edmund. » Et il sourit à cela, un vrai sourire qui transforma son visage de beau à magnifique. Et il dit avec la courtoisie formelle qui le caractérisait si bien même maintenant. « Alors, laissez-moi courtiser ma propre femme. Laissez-moi faire cela correctement comme j'aurais dû le faire depuis le début. Laissez-moi mériter ce qui m'a été donné sans que je le mérite. » Et Béatrice sentit son cœur se gonfler d'amour pour cet homme qui avait été si froid et était maintenant si chaleureux, qui avait construit de si hauts murs et les avait démolis pierre par pierre, qui l'avait tenu pendant 6 jours de fièvre, avec une dévotion qui lui avait littéralement sauvé la vie, et elle leva sa main libre pour toucher son visage, sentant le chaume de la barbe qu'il venait à peine de recommencer à entretenir après des semaines de négligence, et elle dit doucement « Vous avez déjà gagné mon cœur, vous l'avez gagné il y a des mois dans la bibliothèque, bien que ni l'un ni l'autre n'ait eu le courage de le dire. » Et Edmund tourna la tête pour presser un baiser contre sa paume, un geste si tendre qu'il lui fit monter les larmes aux yeux. Puis il se déplaça sur le banc pour lui faire face plus complètement, sa main se levant pour lui prendre la joue avec une douceur qui démentait sa taille et sa force. Et il dit d'une voix basse et rauque d'émotion « Alors, laissez-moi sceller cette cour comme il se doit. » Et là, dans le jardin printanier, avec les crocus fleurissant autour d'eux, en un défi courageux au froid persistant de l'hiver, avec le soleil perçant à travers des nuages
qui avaient été gris pendant tant de mois, avec le manoir se dressant derrière eux, non plus froid mais plein de possibilités, Edmund se pencha en avant et embrassa sa femme pour la première fois, et ce fut doux comme si elle était faite de verre filé qui pourrait se briser, recueillie comme si elle était quelque chose de sacré qu'il avait reçu par une grâce qu'il ne méritait pas, et plein de promesses pour toutes les années qui s'étendaient devant eux. Et Béatrice lui rendit son baiser avec tout l'amour qu'elle avait gardé enfermé pendant leurs mois de distance prudente, et quand ils se séparèrent enfin, tous deux avaient des larmes sur les joues et des sourires aux lèvres, et Edmund appuya son front contre le sien et murmura « je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle, et au-delà. » Et Béatrice murmura en retour « Et je t'aime, mon mari têtu, insensé et merveilleux, qui n'a pas voulu me laisser partir. » Et ils restèrent assis ensemble dans le jardin, alors que l'après-midi s'allongeait vers le soir, enveloppés dans des couvertures, et l'un dans l'autre, parlant doucement de rêves, de projets et du bel avenir ordinaire qui les attendait. Et aucun ne remarqua quand la dernière plaque de neige fondit enfin complètement, ne laissant derrière elle que la promesse verte du printemps. Les mois qui suivirent se déroulèrent avec la douce inévitabilité des saisons qui tournent, le printemps se fondant dans la chaleur dorée de l'été, et la transformation qui s'opéra à la fois chez le vicomte et la vicomtesse Hartwell devint le sujet de considérables spéculations et discussions dans tout le comté, car ceux qui avaient connu Edmund pendant ces années d'isolement froid pouvaient à peine concilier cette figure distante avec l'homme qui se promenait maintenant dans les jardins de Hartwell Manor, la main de sa femme fermement serrée dans la sienne, qui lui souriait à travers les pièces avec une ouverture qui aurait été impensable pendant ces premiers mois glacials de leur mariage, qui démontrait en d'innombrables petits gestes publics la profonde dévotion privée qui avait pris racine pendant la crise et s'épanouissait maintenant sans retenue ni honte. Ils étaient inséparables d'une manière qui faisait que les matrones plus âgées claquaient la langue avec une désapprobation amusée, tout en se sentant secrètement émues par une telle preuve que l'amour pouvait en effet s'épanouir même dans le sol le plus improbable, et le personnel de la maison, qui avait été témoin de tout l'arc de leur relation, d'un arrangement froid à cette félicité présente en passant par une maladie dévastatrice, tirait une fierté particulière de leur maître et de leur maîtresse, notant comment le visage du vicomte avait perdu les rides de tension qui l'avaient marqué pendant tant d'années. Comment il souriait maintenant avec une chaleur sincère plutôt qu'un devoir poli, comment il riait de quelque chose que sa femme disait, la tête renversée en arrière dans une joie non dissimulée, des expressions que leurs traits avaient semblé incapables de former. Béatrice s'épanouit comme les jardins dont elle s'occupait, sa confiance grandissant en même temps que son bonheur, et elle se déplaçait dans le manoir et le domaine avec l'assurance d'une femme qui se savait profondément aimée et appréciée, et elle travaillait aux côtés d'Edmund d'une manière qui en faisait de vrais partenaires plutôt que simplement mari et femme, le consultant sur les affaires du domaine et les préoccupations des tenanciers, organisant des réceptions qui ramenaient chaleur et vie dans des pièces qui avaient été fermées et froides pendant trop d'années. Et en privé, leur amour s'approfondissait chaque jour, acquérant des couches et des dimensions que seul le temps et l'intimité pouvaient créer. Les soirs d'été chaud, ils se retiraient dans la bibliothèque qui avait été le berceau de leur amitié hésitante, et Edmund l'attirait près de lui sur le canapé qu'ils partageaient maintenant, plutôt que d'occuper des fauteuils séparés, et il lui murmurait contre les cheveux qu'il était tombé amoureux d'elle pendant ces soirées tranquilles, où il lisait en silence complice, qu'il avait été terrifié par la force de ses sentiments et avait désespérément essayé de maintenir la distance émotionnelle que leur arrangement avait promise, mais avait totalement échoué parce qu'elle avait franchi toutes les défenses qu'il avait construites. Et Béatrice se tournait dans ses bras pour l'embrasser doucement et avouer qu'elle l'avait aimé dès l'instant où il lui avait donné les perles de sa mère à Noël, qu'elle avait vu dans ce geste
le cœur qu'il s'efforçait tant de cacher, qu'elle avait passé des mois ensuite à souffrir d'un amour qu'elle n'osait pas exprimer par peur du rejet. Et ils se tenaient dans les bras l'un de l'autre à la lueur de la lampe, et s'émerveillaient du temps qu'ils avaient perdu dans la peur et l'orgueil, de la façon dont ils avaient failli ne jamais découvrir ce bonheur. Et ils se souvenaient avec une gratitude teintée d'une terreur persistante de ces 6 jours où la fièvre avait failli leur voler leur avenir avant qu'il n'ait vraiment commencé, où le refus d'Edmond de la laisser partir lui avait littéralement sauvé la vie. Et ces souvenirs rendaient chaque moment ordinaire précieux, chaque contact sacré, chaque jour passé ensemble, un cadeau qu'ils ne tiendraient jamais pour acquis. L'automne revint à Hartwell Manor avec sa palette familière d'or et de cramoisie, exactement 1 an après ce matin gris où Béatrice et Edmund avaient prononcé leurs vœux lors d'une cérémonie dépourvue d'amour ou d'espoir, et l'anniversaire de leur mariage passa tranquillement, avec une reconnaissance privée entre eux du chemin parcouru depuis ce début froid, et ce n'est que 3 semaines après cet anniversaire que Béatrice commença à soupçonner la vérité que son corps lui disait à travers des signes subtils qui devinrent progressivement impossibles à ignorer, et lorsque le médecin confirma ce qu'elle savait déjà dans son cœur, elle se retrouva seule dans la bibliothèque, la main pressée contre son ventre encore plat et des larmes coulant sur son visage, des larmes de joie, d'émerveillement et d'un amour si féroce qu'il l'effrayait. Et quand Edmund revint des champs cet après-midi-là, elle l'attendait dans cette même bibliothèque où une si grande partie de leur histoire s'était déroulée. Et il sut immédiatement, en voyant son visage, que quelque chose d'une importance profonde s'était produit. Et elle prit ses mains dans les siennes et dit simplement « Nous allons avoir un enfant », et regarda la nouvelle transformer son expression de l'inquiétude à l'incrédulité, puis à une joie si profonde et si terrifiée qu'elle comprit instantanément que son bonheur était inséparable de sa peur, qu'ayant failli la perdre une fois, il vivait maintenant avec la conscience constante de la fragilité de la vie, de la rapidité avec laquelle la joie pouvait être volée, et elle le regarda lutter pour trouver des mots, alors que des émotions trop grandes pour le langage traversaient son visage. Et finalement, il l'attira contre sa poitrine et la serra avec une tendresse qui reconnaissait sa précieuse fragilité, tandis que sa voix, rauque d'émotion, disait « Je suis terrifié ». Et elle le serra en retour et dit « Je sais, moi aussi, mais nous affronterons cela ensemble, comme nous affrontons tout maintenant. » Et ils restèrent ainsi un long moment dans la bibliothèque, qui avait été témoin du début hésitant de leur amour, entourés par les livres que sa mère avait collectionnés et que Béatrice avait restaurés. Et quand ils se séparèrent enfin, Edmund posa doucement sa main contre son ventre avec une telle révérence que de nouvelles larmes coulèrent de ses yeux, et dans les semaines qui suivirent, alors que son corps commençait à changer et que leur enfant grandissait en elle, la peur d'Edmund se transforma progressivement en une dévotion protectrice féroce, et ils s'asseyaient ensemble le soir, planifiant et rêvant à voix haute, discutant de prénoms avec une attention particulière, imaginant l'enfant qui arriverait avec le printemps, et une nuit, alors que la lumière du feu dansait sur les murs de la bibliothèque, Béatrice dit doucement « Nous avons fait tant de chemin depuis ce que nous étions. » Et Edmund la serra plus fort contre lui et répondit « Nous avons failli tout perdre avant même de commencer. Je pense à ces premiers mois et je peine à reconnaître l'homme que j'étais, si froid, si déterminé à ne rien ressentir. » Et Béatrice se tourna pour le regarder et dit « Mais tu ressentais tellement que tu t'es fait peur. Je pense que nous tombions peut-être tous les deux amoureux pendant ces soirées silencieuses et qu'aucun de nous n'avait le courage de le reconnaître. » Et Edmund lui baisa le front et dit « Notre enfant ne connaîtra jamais une telle froideur, ne doutera jamais un seul instant qu'il est aimé au-delà de toute mesure,
il sera élevé dans la chaleur, les rires et la certitude d'être désiré. Et Béatrice sentit son cœur se gonfler de gratitude pour cet homme qui lui avait été donné par arrangement et obligation, et qui était devenu, par la patience, la crise et le choix, le plus grand amour de sa vie. Et elle posa sa main sur la sienne, là où elle reposait sur son ventre, et dit « Il connaîtra l'amour, parce qu'il le verra chaque jour dans la façon dont nous nous aimons. » Et la réponse d'Edmund fut de la serrer encore plus fort, alors que l'obscurité de l'automne s'installait dehors, et que le feu mourait, et aucun d'eux ne parla de nouveau pendant un long moment, se contentant de s'asseoir ensemble dans la bibliothèque où leur histoire avait vraiment commencé, planifiant un avenir qui avait autrefois semblé impossible, et qui s'étendait maintenant devant eux, plein de promesses, d'espoir et du miracle ordinaire et extraordinaire de la vie qui se poursuit à travers les nouvelles générations. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce matin d'automne froid où Edmund et Béatrice avaient prononcé leurs vœux lors d'une cérémonie vide d'amour. Et la transformation que le temps avait opérée sur Hartwell Manor était si complète que les visiteurs qui avaient connu le domaine pendant ces années d'isolement glacial pouvaient à peine croire qu'ils parcouraient les mêmes pièces. Car là où il y avait eu autrefois silence et ombre, il y avait maintenant des rires qui résonnaient dans les couloirs, le bruit de petits pieds courant sur les parquets polis, les voix claires d'enfants qui n'avaient jamais connu un instant sans chaleur et dévotion, et par un après-midi doré de fin septembre, Edmund et Béatrice se tenaient ensemble sur la terrasse, surplombant les jardins, regardant leurs 3 enfants jouer, l'aîné une fille de 4 ans, avec les cheveux sombres de sa mère et les yeux gris de son père, qui commandait ses jeunes frères avec une douce autorité, alors qu'ils se poursuivaient entre les rosiers que Béatrice avait plantés lors de son premier été de vrai bonheur, et Edmund se tenait avec son bras autour de la taille de sa femme, dans un geste si naturel et constant que ni l'un ni l'autre ne le remarquaient plus, bien que les visiteurs le commentassent invariablement, notant avec un émerveillement à peine dissimulé qu'ils n'avaient jamais de leur vie vu un couple si ouvertement dévoué, si clairement et complètement amoureux. Et il était vrai qu'Edmund cherchait encore la main de Béatrice une 12aine de fois par jour, comme s'il avait besoin de la réassurance constante de sa présence physique, que ses yeux la suivaient à travers les pièces avec une attention qui n'avait pas diminué, mais s'était plutôt approfondie avec les années, qu'il la touchait constamment de petites manières qui parlaient de tendresse, de besoin et d'un amour qui était devenu le fondement même de son existence, et Béatrice lui rendait sa dévotion avec une égale mesure, son visage s'illuminant toujours d'une joie sincère chaque fois qu'il entrait dans une pièce, sa main cherchant toujours la sienne dans les moments à la fois importants et ordinaires, sa confiance en lui absolue et visible dans chaque regard et chaque geste. Les enfants étaient surveillés par une gouvernante qui gardait une distance respectueuse, leur permettant la liberté de jouer, tout en assurant leur sécurité, et tandis qu'Edmund et Béatrice observaient leur fille aider son plus jeune frère à franchir une marche difficile. Leurs yeux se croisèrent avec une compréhension et une gratitude partagées pour ces vies qu'ils avaient créées, ces petites âmes qui ne connaîtraient jamais l'isolement froid qui avait marqué les premiers mois de leurs parents, qui étaient élevés dans la certitude d'être désirés et aimés au-delà de toute mesure. Et dans les moments calmes où les enfants étaient au lit et qu'Edmund et Béatrice se retiraient dans la bibliothèque qui restait leur sanctuaire, ils parlaient parfois de ces 6 jours où la fièvre avait failli leur voler leur avenir avant qu'il n'ait vraiment commencé. Et Béatrice disait, comme elle l'avait dit d'innombrables fois auparavant, « Tu m'as retenu à ce monde quand j'aurais glissé. Ton refus de me laisser partir m'a littéralement sauvé la vie. » Et Edmund l'attirait près de lui et répondait avec des mots qui étaient devenus leur litanie privée. « Je te tiendrai à travers n'importe quoi, à travers la fièvre, la peur et toutes les épreuves que cette vie apportera, pour le reste de ma vie et pour toutes mes vies, si nous avons la chance d'en avoir plus d'une, je ne te laisserai jamais partir. »
Et ces mots prononcés à la lueur de la lampe, avec leurs enfants en sécurité au-dessus d'eux et le domaine prospère autour d'eux, portaient le poids de la vérité absolue. Un vœu plus contraignant que ceux qu'ils avaient prononcés dans cette église grise 5 ans auparavant. Et ils se tenaient dans les bras l'un de l'autre dans la bibliothèque, où leur amour avait pris racine pour la première fois, pendant des soirées silencieuses, de désirs à peine reconnus, et se souvenaient avec gratitude, toujours teintés d'un émerveillement persistant, à quel point ils avaient failli manquer ce bonheur, comment un mariage commencé dans une obligation froide et une protection mutuelle contre les attentes de la société s'était transformé, par la patience, la crise et le courage d'être vulnérables, en un amour qui les stupéfiait tous deux par sa profondeur et sa constance, et Edmund baisait le front de sa femme et pensait, comme il le pensait chaque jour, qu'il avait reçu plus qu'il ne méritait, que cette femme, ses enfants et cette vie pleine de chaleur et de rire étaient un cadeau inestimable, et Béatrice reposait sa tête contre l'épaule de son mari et ressentait la même profonde gratitude pour un avenir qui avait autrefois semblé impossible et qui s'étendait maintenant devant eux, riche de promesses et de joie. Cher auditeur, vous qui avez voyagé aux côtés d'Edmond et Béatrice à travers des débuts froids et une crise fiévreuse jusqu'à ce lieu de joie durable, peut-être reconnaissez-vous dans leur histoire quelque chose d'universel et de vrai sur la nature de l'amour et de la transformation, car la leur n'est pas simplement le récit de 2 personnes qui ont trouvé le bonheur contre toute attente, mais plutôt une méditation sur la fréquence à laquelle nous construisons des défenses élaborées contre la chose même dont nous avons le plus besoin. Comment nous confondons protection et force, isolement et sécurité, et comment il faut parfois la confrontation brutale avec la perte pour nous apprendre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt le seul chemin vers une connexion authentique. Edmund a épousé Béatrice pour faire taire les ragots et satisfaire une obligation. Elle l'a accepté pour échapper au scandale et assurer son avenir. Et tous deux croyaient pouvoir maintenir la distance prudente qui protégerait leur cœur blessé de dommages supplémentaires, mais ce qu'ils ont découvert pendant ces mois de compagnie silencieuse dans la bibliothèque, c'est que le cœur humain ne peut être commandé de rester fermé, que l'amour grandit dans les plus petits gestes et les moments les plus calmes, que la présence, l'attention et l'abaissement progressif des murs créent l'intimité, que nous le voulions ou non. Et quand la fièvre est venue et a menacé de voler ce qu'Edmund commençait à peine à reconnaître qu'il désirait, sa réponse fut instinctive et absolue. Il ne pouvait pas la laisser partir. Et pendant ces 6 jours de veillée, il a dit à voix haute ce que la peur avait gardé enfermé en lui. Il a déclaré son amour à une femme qui pourrait ne pas survivre pour l'entendre, et cet acte d'honnêteté désespérée est devenu le fondement de tout ce qui a suivi. Il y a de la sagesse dans leur histoire pour nous tous qui avons construit des murs, qui avons choisi la sécurité plutôt que le risque, qui nous sommes convaincus que nous pouvons vivre des vies à moitié vécues et appeler cela de la prudence, car la vérité est que le temps ne nous est pas promis à l'infini, qu'une autre chance de dire ce qui reste non dit ou d'atteindre ce que nous nous sommes refusés par peur ne nous est pas garantie. Edmund et Béatrice ont perdu des mois dans un silence froid, tous deux aimants et tous deux effrayés. Et ils ont reçu le cadeau d'une crise qui a forcé l'honnêteté. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre la fièvre ou le désastre pour montrer votre cœur, pour dire votre vérité, pour reconnaître l'amour qui grandit malgré vos meilleurs efforts pour l'empêcher. Regardez autour de vous les connexions que vous avez niées, les murs que vous avez construits, les façons dont vous vous protégez au prix d'une intimité sincère, et demandez-vous si la sécurité que vous avez achetée vaut le prix de l'isolement, si la vie que vous menez est celle que vous voulez vraiment, ou simplement celle que vous avez acceptée, parce que vouloir plus semble trop dangereux. L'amour dans sa forme la plus pure exige du courage.
Il exige que nous risquions le rejet, la douleur et la perte. Mais il offre en retour quelque chose que rien d'autre ne peut fournir, le profond réconfort d'être pleinement connu et pleinement aimé, de partager votre vie avec une autre âme qui vous voit entièrement et vous choisit quand même, de construire ensemble quelque chose de plus grand et de plus beau que ce que l'un ou l'autre pourrait créer seul. Puissiez-vous trouver le courage d'abaisser vos murs avant qu'une crise ne les fasse tomber. Puissiez-vous dire votre vérité tant qu'il est encore temps. Puissiez-vous tendre la main vers l'amour même lorsque la peur vous conseille de reculer. Et puissiez-vous découvrir, comme Edmond et Béatrice l'ont découvert, que ce qui commence par obligation, convenance ou protection peut se transformer en quelque chose de transcendant si vous lui laissez la place de grandir. Ceci était une production Schmoudi, et si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous vous reconnaissez dans ces personnages ou trouvez de l'espoir dans leur transformation, veuillez envisager de vous abonner à cette chaîne où nous explorons l'amour dans toute sa complexité et célébrons le courage qu'il faut pour ouvrir son cœur malgré les risques. Puissiez-vous vous reposer paisiblement ce soir avec l'espoir dans le cœur. Puissiez-vous vous réveiller demain avec un courage renouvelé pour atteindre l'amour que vous méritez. Et puissiez-vous vous souvenir toujours qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la vulnérabilité plutôt que la protection, la connexion plutôt que l'isolement, et l'amour plutôt que la peur.